peut-être rebondir sur ce que vient de dire Sylvain, parce qu'en gros, on se pose la question dans le service public de la culture, mais la question c'est, faut que ça fonctionne, quoi. C'est un peu comme, c'est un cheminot, on va parler des SNCF, un service public des chemins de fer, il faut que ça fonctionne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc la question est beaucoup plus large que celle-là, c'est quel système de fonctionnement. Et pareil, dans le domaine de la culture, pour que ça fonctionne, comment on fait pour la création aussi. Et puis, le deuxième point que je retiens aussi, mais qui est intéressant, c'est sur la notion des mots et des images dans la bataille idéologique qui se mène aujourd'hui. Et je pense que sur ces deux choses-là, la parole est ouverte, libre. Peut-être en attendant que... Vas-y, Alain. Je peux réagir parce que je trouve le débat remarquable. D'ailleurs, toutes les interventions prennent un angle qui personnellement me ravit, parce que ce sont les terrains sur lesquels on essaye de travailler. Je vais dire deux mots sur chacun de ces terrains. David Bobet a fait référence au collectif Décoloniser les arts, pour des raisons qui tenaient tout simplement à la disponibilité des gens, des personnalités qu'on avait invitées. La première table ronde de préparation de la Convention nationale qu'on veut tenir fin septembre, dans la préparation du congrès du PC, cette première table ronde a concerné un des chantiers sur lesquels on travaille, qui est celui qu'on appelle, nous, la mondialité culturelle, parce qu'on n'a pas très envie de parler de diversité au sens où on a eu l'habitude de mouliner les choses et on finit par plus savoir de quoi on parle. Et on avait comme invité Françoise Hergès, qui, je crois, préside le collectif Décoloniser les arts, et Étienne Balbar. On a réussi cet exploit de les mettre d'accord sur le fait que la question n'était pas de rejeter l'universalisme en soi, mais de réinventer un universalisme qui mette à égalité tout le monde et qui en finisse avec les dominations ethnocentriques. En gros, voilà, l'Occident qui dit le vrai, qui dit ce qui est de l'art, ce qui n'est pas de l'art, ce qui est de la culture, ce qui n'est pas de la culture, etc. Voilà, absolument. Mais d'ailleurs, dans ce qu'a dit David Bobet, il y a une petite question. Les femmes, ça j'en suis convaincu. Je connais bien l'auteur du fameux rapport qui a fait une bombe il y a quelques années, qui s'appelle Reine Prat, parce qu'il se trouve qu'elle est marseillaise et qu'elle vit à Marseille aujourd'hui. Elle est revenue vivre à Marseille, mais elle était haut fonctionnaire au ministère de la Culture, et c'est elle qui avait pondu ce fameux rapport où on s'est rendu compte que quasiment à l'époque, il n'y avait pas une directrice de CDN, à l'époque où elle sort le rapport d'ailleurs. Voilà. Donc je suis totalement convaincu sur cette bataille-là. La question blanche, blanc, non blanc, en gros le caractère pluriel le monde est chez nous. Voilà. Moi je considère aujourd'hui que cette question, elle est un élément très fort de ce qu'on pourrait appeler, de ce que moi j'aime bien appeler la refondation, au fond, d'une politique publique de la culture qui tienne compte de la réalité des enjeux d'aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, les discriminations ethniques, d'origine, raciales, sexuelles, sont totalement insupportables. Et cela doit constituer un fondement essentiel à la mise en relation, comme dirait Glissant, la mise en relation des individus, des cultures, etc., sur une logique qui soit débarrassée des logiques de domination. Et en plus, je suis convaincu d'une chose, c'est que les violences identitaristes auxquelles on est confronté aujourd'hui, la haine de l'autre, la montée des racismes, plonge aussi quelque part
sa source dans le fait que nous supportons une société qui est inégalitaire et qui est discriminatoire. Voilà. Tant qu'on ne s'attaquera pas à ça. Voilà. Mais en même temps, je vais rajouter une petite chose qui rejoint les autres interventions. C'est que le public culturel, effectivement, il est divers. C'est toujours un peu les mêmes, mais il est socialement quand même relativement étroit. Voilà. Et on a une très grosse difficulté aujourd'hui, parce que c'est pas porté d'ailleurs comme une ambition politique par les pouvoirs en place depuis fort longtemps, à ouvrir les lieux, les espaces culturels institutionnels consacrés, hein, à les ouvrir à des populations qui ne sont pas les publics habituels de ces établissements. Et je trouve, moi, qu'il y a beaucoup à faire et beaucoup à travailler. Je trouve qu'il y a des expériences très importantes qui se mènent. Je constate avec plaisir que le CDN de Rouen, de toute façon, je le savais, est un peu est très innovant dans ce domaine-là. Il y a d'autres expériences qui ont lieu en France. Je sais que Nordé a fait des choses à Strasbourg tout à fait intéressantes. Voilà, il se passe plein de choses. Mais il se passe aussi un certain nombre de jeunes compagnies, un certain nombre de structures comme des centres sociaux, des centres socioculturels, se fixent comme ambition d'aller, eux, à la rencontre de ces publics qu'on ne voit pas dans les établissements et qu'ils ne sont pas accompagnés. Moi, je tombe des nues quand j'entends un comédien dire on me propose 15 000 et moi, j'en veux pas tant. Moi, j'ai été élu à la culture d'une région pendant quelques années. Je peux vous dire que jamais un comédien m'a dit ça. Quand je lui disais que j'étais prêt à lui donner 15 000 euros, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire mais moi, je ne veux pas tant. Voilà. Moi, je trouve que les questions aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un lien entre redonner un souffle fort, libertaire, émancipateur, etc., à la création, c'est très lié à une volonté politique absente aujourd'hui de redonner à l'art et à la culture, de les remettre au cœur d'un projet de société qui soit porteur d'une dimension de progrès, d'émancipation, etc. Et je trouve que ce qui nous manque le plus aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas, s'il n'y a pas de politique publique qui se développe, si on est dans l'austérité, dans le repli, dans la fermeture des budgets, le recul, même les élus qui disent mais attendez, on m'oblige à choisir entre le social et le culturel, moi je peux pas, c'est pas possible, je peux pas choisir, et puis de toute façon, voilà, en gros, j'irai choisir le social, quoi, en gros, voilà ce qu'ils nous disent. Tout ça pourquoi? Parce que en réalité, les politiques qui sont suivies depuis des années ne sont pas des politiques qui visent à faire progresser socialement, économiquement, intellectuellement, culturellement les populations que l'on a en charge. Voilà. Et à partir de là, on a un lien très étroit entre des politiques austéritaires, de repli de toutes sortes, et le fait qu'on n'a pas de politique culturelle ambitieuse visant à partir à la conquête et à la reconquête des populations qui, au fond, aujourd'hui, considèrent la culture comme quelque chose d'assez superflu parce que l'essentiel leur manque. Voilà, l'essentiel leur manque. Et je suis d'accord avec ce que tu disais, ça me paraît l'ordre de l'évidence aujourd'hui. Je suis, moi, convaincu que si on ne prend pas en compte la dimension culturelle dans les combats politiques d'aujourd'hui, on ne parviendra pas à construire et un projet transformateur et un projet émancipateur, mais aussi
à le construire avec les gens eux-mêmes. La grande différence, c'est qu'on nous parle tout le temps d'offres politiques qui ne va pas. Mais la question de fond qui est posée, c'est qu'il n'y a pas d'offres politiques qui ne correspondent pas à une attente, à une volonté d'appropriation par les citoyens eux-mêmes, les citoyennes et les citoyens eux-mêmes de cette dimension-là. Voilà. On ne fera rien si on ne construit pas avec tout le monde. Et pour construire avec tout le monde, il faut avoir une dimension qui consiste effectivement à avoir les mots, les images, les symboles. Il y a une reconquête des mots, une reconquête des images, des symboles qui portent des valeurs autres que l'auto-entrepreneur, la société start-up, l'individualisation des destins, etc. Mais si on veut que des valeurs comme des valeurs du commun, du partage, de l'égalité, de la lutte contre les discriminations, de l'antiracisme, du féminisme, de l'anti-homophobie, etc., soient présentes dans cette société, il faut les porter nous-mêmes. Et il faut les porter comme un outil. Effectivement, David Bobet disait quelque chose que j'ai noté d'ailleurs. Il n'y a pas de meilleur outil pour faire peuple que la culture. Voilà. Et faire peuple, c'est mettre en mouvement. C'est un peuple qui se met en mouvement, avec une ambition. Voilà. C'est pour ça que moi je suis convaincu, pour des raisons peut-être évidentes, mais j'ai bon espoir au fond que on parvienne à ce que la culture tienne sa place dans le congrès qui va s'ouvrir. Et en même temps, je suis convaincu que tout ça, ça ne passera pas si on n'associe pas beaucoup de gens à la réflexion. Voilà. Parce que je n'ai pas la prétention que le Parti communiste aujourd'hui ait la science infuse dans pas grand domaine. Voilà. En tout cas, on a beaucoup à travailler, beaucoup à réinventer, à remettre en mouvement et à redéfinir pour des raisons que tout le monde comprend. Voilà. Donc ça veut dire des choses très concrètes. Ça veut dire par exemple le débat sur la culture dans les entreprises, pour moi, c'est un enjeu majeur. Le retour de l'éducation artistique dans l'éducation nationale comme un fondement d'un projet éducatif, c'est un enjeu majeur. Le développement de l'éducation populaire et de renouer le lien qui s'est fracturé entre art, création d'un côté et éducation populaire et éducation nationale de l'autre, c'est un enjeu majeur, etc. Voilà. Et ça, c'est ça, redéfinir des politiques publiques aujourd'hui. C'est concrètement, voilà, concrètement. Mais nous savons bien que... Mais voilà, je trouve que, je disais tout à l'heure, et je suis convaincu de ça, que dans le milieu culturel aujourd'hui, et je trouve que l'appel de Montreuil est dans cet esprit-là. Voilà. Il faut sortir de la plainte. Il faut sortir de l'idée... c'est catastrophique ce qui nous arrive. Parce que ça n'a jamais produit du mouvement, de la dynamique, de la mobilisation. Il faut retrouver des chantiers d'espoir, des chantiers de mobilisation en se fixant des ambitions, y compris des visées qui peuvent paraître complètement inatteignables aujourd'hui. On a l'impression... le camarade Cheminot, il est plus compétent que moi pour en parler. Mais honnêtement, si on se pose la question comme on nous en bassine tous les jours, dans les télés, les radios, les grands médias, en nous disant en gros, de toute façon, laissez tomber, voilà, il ne se passera rien parce qu'il a décidé. Comme il l'a dit lui-même d'ailleurs à une femme chez les retraités, là. Il lui a répondu, il lui a dit de toutes les façons, j'assume, je le ferai. Voilà. Mais si on se dit, si on est dans, voilà, on prend tout sur la tête, on ne bouge plus, moi j'ai tendance à penser, ça m'a bien fait plaisir d'entendre
Martinez hier à la télé, je crois, je ne sais plus dans quel média, je l'ai vu sur Facebook, où il dit, mais c'est l'emploi à vie qu'il faut qu'on vise. Voilà. Je trouve qu'à un moment donné, il faut inverser les choses. Voilà. La culture est dans la catastrophe. Moi, je pense qu'il faut avoir comme ambition la reconquête de l'hégémonie culturelle dans ce pays. Et la reconquête d'une ambition culturelle de la taille de celle que le CNR avait à la Libération. Voilà, je suis revenu un jour de Cuba avec une boîte de cigares qu'on m'a offert, il y avait marqué dessus une phrase du Che qui disait « Soyons réalistes, demandons l'impossible ». Voilà. Mais moi je suis convaincu que c'est quand on a des grandes idées qu'on est capable de mobiliser. Voilà. C'est quand on est dans le petit, la petite chose, voilà, moi je trouve ça très intéressant. C'est la première fois que je vois un CDN qui a 3 lieux. Là. Mais partir par exemple à la conquête de 3 territoires avec des... voilà des ambitions fortes. Quand moi, toutes les ministres, parce qu'en plus c'était toutes des femmes, je ne sais pas pourquoi, Ah, c'est pas très je crois trop bien comprendre, voilà. Comme je suis sociologue de formation et de métier, j'ai lu les grands sociologues de l'éducation qui nous ont expliqué que la dévalorisation du métier d'enseignant par la féminisation n'était pas un hasard. Voilà. Donc plus on a voulu dévaloriser, plus on... Voilà. Alors, je trouve que c'est pas du tout la bataille de la parité, cette affaire. Hein. Philippe Etty, Audrey Azoulay, Fleur Pellerin et François Nissen, et toutes, elles nous tiennent le même discours. Le même discours. On ne peut pas faire plus. Voilà. Il faut qu'on prenne notre part, etc. La culture n'est pas un service public parmi d'autres dans l'action publique. La culture, c'est ce qui donne le sens à l'action gouvernementale. Voilà. C'est la culture qui donne le sens à une politique gouvernementale. C'est ce que Ralid dit dans son dernier bouquin, où il dit le poétique et le politique doivent marcher du même pas, et le poétique doit donner la vision. Voilà. Je pense qu'on y est, quoi. Et là, je pense que c'est ça qu'il faut que nous arrivions à nous convaincre pour se dire, au fond, on n'est pas là pour subir. Merci. Je n'avais pas l'intention de parler de tout ce soir, je suis venue plutôt en auditrice. Mais le cheminot qui était là tout à l'heure, a évoqué 1968, les grands moments de 1968 dont on reparle actuellement. Et moi, ça m'a fait penser à une forme de parole qui a été beaucoup employée à cette époque-là, puisqu'elle était sur tous les murs. Et c'était l'affiche de mai 68, dont on a beaucoup parlé, qui a parlé beaucoup aux gens, qui a entraîné les gens, qui a été, je pense, un outil important de la réussite de mai 68. Et à partir de ça, donc j'ai pensé aussi que ce soir, là, autour de la table, on a surtout parlé de la parole, du théâtre et du livre. Et on n'a pas parlé justement de cet outil qui me paraît très important parce qu'il parle à la sensibilité des gens, à l'émotion. Je parle donc de tout ce qui est art graphique, que ce soit la peinture, l'affiche, etc. On pense des fois au musée, mais je pense qu'il y a tout le travail qui est à faire aussi auprès de la population. Et à ce propos des affiches de mai 68 qui étaient souvent d'excellente qualité, je tiens à opposer les affiches qu'on voit actuellement sur tous les murs, partout. Il y en a partout des affiches qui vous appellent pour acheter tel produit de lessive, tel produit, etc., pour favoriser le commerce. Donc c'est pour ça que je tiens à ce que dans le monde culturel, on parle aussi de ces autres formes de culture qui sont, je pense, des arts plastiques, dans leur ensemble, hein, je fais le tour. Je pense aussi à la musique, on en a parlé un petit peu, mais plus timidement, parce que là aussi, on peut faire beaucoup en direction des gens, des jeunes, de toutes les populations, et il y a beaucoup à faire. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire simplement, que j'en restais qu'on n'est pas pareil. Merci. Merci.
Qui veut se perdre aussi? Alors, c'est Enda Doran, c'est dans plusieurs directions parce que c'est au fur et à mesure que j'ai réagi. J'ai trouvé importante la notion de liaison entre ce que tu disais, le copain cheminot, et la culture, parce que un des lieux de culture pendant longtemps, ça a été les CE qui faisaient ferment. J'ai souvenir du CE de Billancourt où il y avait une foule d'activités qui se passaient sur le plan culturel et non seulement en direction des adultes mais des enfants. Or, les propositions qui sont actuellement pour les enfants, c'est quand même pas négliger l'enfance. Ils vont être adultes un jour, ceux-là. Et dans ce secteur-là, que trouve-t-on? Effectivement, il y a des propositions culturelles, théâtrales et autres, bien sûr, on le sait, mais on retrouve ce qu'on trouvait tout à l'heure, où on arrive à pénétrer dans l'école, et c'est un acte ponctuel malgré tout, ou c'est parce que leurs parents les y amènent et un chemin est déjà fait. Or, il me semble qu'on a là, depuis assez longtemps, une réflexion, enfin, ou peut-être que je ne la connais pas, mais une réflexion qu'il faut mener envers cette enfance et cette adolescence. Par exemple, que trouve-t-on qui les fédère un peu, qui propose d'autres choses, qui propose à sa façon des solidarités? Les scouts, par exemple. Attendez, c'est quand même à la fois étonnant, pas anodin, et là il y a quelque chose à creuser. Enfin, nous aussi on a une proposition à faire qui soit évidemment, avant on avait ces structures par les CE, par un tas d'organismes, les Vaillants, tout ce que vous voulez, les colonies de vacances qui proposaient aussi une culture autre, une ouverture. Et il me semble que dans le même temps qu'on est sur les adultes, il faut qu'on mène cette réflexion, une proposition. Sous quelle forme? Je ne sais pas, des propositions de sortie dans des quartiers, emmener... mais on ne peut pas négliger cet âge-là, enfin, ces futurs adultes. De même, dans l'accès aux loisirs, je repense à quelque chose qui existait, qui avait... reprenons les chiffres de qui a accès simplement aux vacances. Et les vacances, c'est une culture qu'on acquiert, c'est une rencontre des autres. Il y avait ce qui était les auberges de jeunesse. Ça s'est totalement transformé pour X raisons. Mais il me semble qu'on a là, peut-être sous des formes nouvelles, il faut qu'on invente. Moi j'adore quand tu parles de rêver en grand, parce que quand on s'étrique le cerveau, on s'étrique les propositions, quoi. Je crois qu'il faut oser, oui, l'utopie. Ça nous appartient. Si on n'est pas utopique, on n'est pas humain. Enfin, donc des nouvelles formes sont à inventer. Mais dans les quartiers, par exemple, je ne parle pas des quartiers entre guillemets qu'on dit tout le temps, mais partout. Hein, l'ensemble des quartiers qui existent. Chacun de nous rencontre des gens. On a sûrement des propositions à faire autour. Je ne sais pas, est-ce qu'on invite les gens ensemble, on sort de théâtre ensemble? Est-ce qu'on emmène les gens, y compris ceux qu'on connaît, je ne sais pas, en pique-nique à l'autre bout du département? Il y a des gosses chez nous qui n'ont jamais vu la mer. Et pourtant, on est à côté, là, on est là. Et ce droit à rêver, il faut qu'on le recrée. Alors effectivement, quand on a enlevé, je digresse parce que moi aussi je réfléchis en route, hein. Quand on a cassé des usines, on a effectivement cassé des outils culturels fabuleux. Mais il faut qu'on se les réinvente, ces trucs-là. Si on les a plus là, il faut qu'on les invente ailleurs. Mais voilà, il faut qu'on ose cette utopie, il me semble.
Très honnêtement, on ne cesse de le faire. Chacun à nos endroits. En allant effectivement dans les hôpitaux, dans les écoles, voilà. Au CDN, je ne sais même pas par où commencer la liste des actions de territoire que l'on mène à la rencontre de toute la population dans sa diversité. Des actions qui sont menées avec les personnes en situation de handicap, c'est 1 personne sur 6 en France quand même. Du coup, au CDN, on traduit 20 à 30% de la programmation est traduite en langue des signes française, en surtitrage, en audio-description, etc., etc., etc. Des spectacles qui sont participatifs, qui impliquent les populations, des spectacles qui se jouent dans les écoles, dans les classes, la programmation jeune public qui est portée par des médiateurs qui sont en lien permanent avec les établissements scolaires, avec des profs merveilleux, courageux. Enfin, cette action-là est menée. Les retraités, là je suis en train de construire un centre culturel dans un centre psychiatrique et pas pour personnes âgées et personnes en situation de handicap mental, avec un musée dédié à la mémoire du lieu et des personnes qui y habitent, avec une salle de répétition et avec une galerie d'exposition. Je vous promets que nous multiplions les choses. Non, c'est pour vous dire. Non, c'est parce que non, mais vous allez voir, je vous réponds à vous, mais c'est pas vous. Je mets un petit peu de rythme parce que j'arrive quelque part. Et c'est pas ma voisine qui va dire le contraire. Il y a une population que je n'arrive pas à toucher. J'arrive plus à la toucher. Les travailleurs. Les travailleuses. Je n'y arrive plus. Vous savez par où je dois passer pour les toucher, pour arriver à les toucher? Je passe par en dessous, par les enfants. Parce que les parents accompagnent les gamins au théâtre. Vous savez par où je dois passer? Par au-dessus. Par le patron. C'est le seul endroit où le mécénat peut avoir du sens pour moi, c'est de me faire retrouver par un système de patronage, à me faire retrouver le lien que les CE ont complètement laissé tomber. Mes relations publiques, ne veulent même plus aller dans les comités d'entreprise. Ils me disent non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ils vont me dire non, on veut aller, on va leur proposer du Cinoche, Disneyland, voilà. Voilà. Et quand je parlais de distance critique tout à l'heure, que la culture, que l'art peut apporter, cette espèce de petite distance, c'est ce que je vois et ce que je suis, en fait, c'est quand moi j'ai fait des études d'audiovisuel. J'ai donc appris très vite à lire l'image, à décrypter les signes et à faire un truc sémiologique et de mettre du discours sur ce que je vois. Voilà. Et assez jeune, j'ai vu ma première émission de télé-réalité. Ça s'appelait le Love Story, c'est ça? Ouais. Et là, je voyais un personnage récurrent, donc une fille qui s'appelait Ellie, et elle pleurait, et elle était filmée en gros plan. Donc je comprends l'image, elle est très simple, elle est basique cette image-là. Un gros plan, une fille seule, pleure dans ce gros plan-là. Et en dessous, je voyais un cartouche où il y avait marqué « Ellie pleure parce qu'elle se sent seule ». Et d'un coup, l'analyse d'une image extrêmement simple, qui est un processus critique, même quand c'est très simple comme ça, c'est un processus critique d'analyse. On me l'avait volé. On me l'avait volé, en me faisant croire que ce qu'on me montrait, c'était de la réalité. Et là, je me suis dit, mais mon métier, c'est de faire l'inverse de ça. C'est eux, ils veulent rapprocher le nez du téléviseur pour nous faire avaler des couleurs. Mon métier, c'est de faire l'inverse. Et je pense vraiment qu'il est nécessaire que les CE prennent conscience de ça, que les syndicats prennent conscience de ça et réoffrent des outils de distance critique aux travailleurs. Effectivement, je pense l'art, la culture, mais il y avait aussi l'éducation populaire. Je crois que c'est le cœur, et c'est ce qui fait notre identité, parce que l'art et la culture, elle existe toujours. Puisqu'on évoquait tout à l'heure le théâtre Gorky après 68, la culture, l'art se faisait au théâtre des arts. Les bourgeois, ils allaient au théâtre des arts. Et comment dire, la poussée, je dirais, de mai 68 a permis, et puis aussi, Alain le rappelait tout à l'heure, aussi sur l'initiative du parti pour investir, je dirais, une politique culturelle au niveau des communes, ce qu'on appelle aussi peut-être le communisme municipal aussi, qui a permis, Gorky en particulier sur Petit Cully, et qui a été aussi, comment dire, un élément, je dirais, fondateur, un petit peu, puis complètement original, dans une dynamique d'une éducation populaire et puis d'une culture accessible à tout le monde. Et effectivement, moi, je suis très ému aussi
qu'on ait pu reproduire aussi cette pièce des bas-fonds de Gorky récemment, au mois de janvier. Quand tu es arrivé comme directeur, je te l'avais suggéré, je ne sais pas si tu te souviens, et 3 ans après, bon, ça s'est mis en place. Parce qu'en fait, derrière... On rebaptisait le théâtre. Hein. Et on rebaptisait le théâtre, et d'ailleurs je l'ai immortalisé sur le blog, une photo qui est diffusée sur les réseaux sociaux. Mais en fait, derrière, c'est pas le nom, mais c'est aussi une conception de la culture aujourd'hui qui est ancrée. Et effectivement, le CDN aujourd'hui sur ces 3 lieux qui est original et que David a rappelé, comment dire, concernant l'accès jeune public, mais je dirais tous les publics, une préoccupation. Alors, sur les comités d'entreprise, on s'est interpellé, si vraiment on est cheminot, moi-même je suis issu du comité d'entreprise de la SNCF. C'est encore un CE qui fait de très belles choses. Hein. Je vais en parler. Et Sylvain a été secrétaire du CCE de la SNCF aussi. Hein. Et donc, comment dire, 95, la culture, elle était au cœur de la lutte des cheminots. Moi, je me souviens de la mise en scène des 30 mètres de rails qu'on a posés sur la cathédrale, avec les lapidaires qui ont coupé les coupons de rails, donc toute la mise en scène, l'installation qui coupe dans le cadre du Téléthon. Une mise en scène, comment dire, musicale aussi, était extraordinaire. Je dirais, voilà, la culture, comment dire, dans la lutte, la valorisation du travail, des collectifs de travail, comment dire, face à, comment dire, au dénigrement du travail des cheminots qui était fait idéologiquement pour nous casser à l'époque. La riposte, ça s'est fait aussi de manière culturelle, je le dis, dans la lutte, étaient portées des valeurs aujourd'hui qui ont été mises en scène. Et pour dire quand même qu'il faut une dynamique. Et aujourd'hui, effectivement, les comités d'entreprise aujourd'hui, comment dire, ils sont, je dirais, le reflet de la désindustrialisation qui fait aujourd'hui que ces comités d'entreprise qui avaient, qui avaient une pensée structurée dans l'organisation syndicale, aujourd'hui, comment dire, est très très fortement affaiblie, effectivement. Et, comment dire, il y a aussi tout ce que tu as rappelé, bientôt au mois de juin, il va y avoir le salon des comités d'entreprise. Effectivement, les marchands du temple y sont. Et, comment dire, voilà, consommateurs. Mais je pense aussi qu'on est dans un contexte aussi de consommation aussi aujourd'hui culturelle. Prenons l'exemple de l'agglo. Moi, je vais prendre cet exemple-là. Je suis conseiller métropolitain. Lundi, on avait le conseil de métropole. On a voté une subvention de 375 000 € pour acheter un service de thé royal voilà, pour le musée de la céramique. Hein. Alors, le service, mais 375 000 €. Voilà. Bon, on n'a rien dit. On n'a rien dit, mais on s'interroge. C'est l'équivalent aujourd'hui de la subvention que la ville de Petit-Quevilly, je suis aussi élu de Petit-Quevilly, comment dire, qu'on donne au CDN dans la part, dans la part municipale. Voilà. Et donc là, il y a une conception, il y a une autre conception de la culture et de l'art. Je prendrai l'exemple encore du XXL. Du XXL, on crée un événement, on dit que c'est de la culture, mais on crée un événement, on dit que c'est un événement, que c'est un événement culturel, mais on est dans l'événement, il n'y a plus cette éducation populaire, on est dans la consommation de la culture. Donc l'art et la culture existera toujours. Ce qui nous démarque, nous, je dirais, communistes, c'est peut-être l'éducation populaire. Je crois que comment, en fin de compte, se réapproprier et puis aussi porter ces valeurs aujourd'hui qui sont, comment dire, complètement dénigrées, voilà, etc. Je crois que là, il y a un vrai enjeu, là, comment dire, pour se démarquer. Et juste peut-être aussi pour dire une autre chose. L'éducation populaire, c'est aussi la proximité, c'est donner la parole aux gens. Moi, je crois que David l'a bien dit, par rapport aux discriminations, etc. Donc les travailleurs, aujourd'hui, des fois, ont des difficultés de s'exprimer aussi dans les quartiers populaires, tout ça. Et la culture, elle doit permettre de permettre cette expression et puis cette valeur. Mais aujourd'hui, on est quand même dans le mode essentiellement de la consommation.
Et moi, je m'inquiète un petit peu. Lundi, on a délibéré, d'ailleurs, vous avez la tribune de Frédéric Sanchez aujourd'hui dans Paris-Normandie, sur comment dire, l'intérêt métropolitain maintenant concernant les arts, donc l'école des beaux-arts de Rouen-le-Havre, mais aussi l'opéra, le théâtre des arts, l'opéra de Normandie. Alors c'est très bien parce que d'un côté, comment dire, on sauve, je dirais, du naufrage financier la ville de Rouen, qui est quand même dans une grande difficulté, mais de l'autre côté aussi, on peut avoir des inquiétudes sur l'éloignement de la proximité qu'étaient les politiques municipales par rapport à un intérêt communautaire qui s'éloigne en fin de compte dans le mode de décision et dans le mode de fonctionnement des populations. Alors c'est l'enjeu un petit peu, comment dire, dans le CDN, comment dire, moi j'y suis particulièrement attentif pour que effectivement ça soit bien ancré dans des lieux, que ça soit bien ancré dans des territoires, dans des populations. Des fois, j'entends d'autres élus qui, des fois, pensent un petit peu différemment. Hein, voilà. Et donc, effectivement, le projet culturel de David, comment dire, renforce justement cet ancrage dans les territoires. Mais là aussi, il y a un débat idéologique aussi, et puis un débat, comment dire, fort. Et quand je dis ça, c'est par exemple la question du rive gauche à Saint-Étienne. Comment à la fois, comment dire, maintenir un équipement phare qui rayonne sur l'ensemble de la métropole, mais dans le cadre d'une maîtrise de la politique culturelle de la ville. Voilà. Et là, il y a vraiment des choses, et effectivement, il faut qu'on creuse ces choses-là, parce que je dirais l'identité du communisme municipal, dont on a encore des belles choses, aujourd'hui peut être diluée aujourd'hui dans une vision un petit peu banalisée, et puis, comment dire, homogène idéologiquement, et puis qui noie en fin de compte l'ancrage dans les territoires et dans les populations. Voilà. Donc ça, c'est des réflexions, voilà. Alors, il faut savoir quand même qu'à la métropole, les communistes, sur cette question-là, on est quand même, on est encore très écoutés, et donc, voilà, donc c'est aussi, voilà, là, il y a aussi un vrai enjeu aussi, je pense, toutes les écoles de musique qu'on a évoquées sont issues des municipalités communistes, Grand Couronne, Le Trait était communiste, hein, Saint-Étienne, voilà, donc toutes les écoles de Dieppe, au niveau régional, donc tout ce qui est phare aujourd'hui au niveau de la métropole sont issus, je dirais, du communisme municipal. Et donc on a intérêt aussi à préserver ces atouts et puis à les réactualiser, je dirais, dans le cadre, comment dire, et pour ça, il faut qu'il y ait quand même aussi une dynamique. Et effectivement, la dynamique sociale, comment dire, c'est elle aussi qui ouvre la portée culturelle aussi. Et c'est peut-être ça aussi qu'il faut redonner en perspective, une perspective politique, comment dire, aux luttes, etc. Donc, je crois que là, il y a aussi un enjeu. Merci André. Oui, mais justement, politique municipale, c'est bien qu'au parti, là, ce soir, on ait par exemple une discussion sur la culture entre des élus et puis les gens de culture. Parce que quelquefois, même si, c'est vrai, André rappelle qu'il y a eu des politiques municipales dans notre région très importantes au niveau des mairies communistes, mais il faut renouer vraiment un dialogue entre les élus et les gens de culture. Je pense par exemple, ce bidon XL sur les quais, s'il y avait eu un vrai débat démocratique au sein de notre parti sur qu'est-ce qu'on veut faire de la culture, je pense que les communistes ne l'auraient pas voté. Il y a une politique événementielle dans notre département qui capte l'argent public pour des grands événements et qui fait souffrir les petites compagnies et les petites structures. On sait bien que ces dernières années, nombre de petits endroits très importants où se passaient des petites choses, mais des choses essentielles qui étaient, on parle de territoire, mais le théâtre de l'Écharpe a fermé, le théâtre du Petit Ouest, il n'y a même pas eu de concertation pour le Petit Ouest, pour savoir si on pouvait le racheter, si on pouvait faire quelque chose. On n'en a même pas parlé entre nous.
Voilà, on a laissé partir ça pour quelques poignées de billets à des gens qui font... Tout a le droit d'exister. J'ai retenu ça cet après-midi, c'est vrai. Moi, je suis convaincue que ça, tout a le droit d'exister. Les gens ont le droit d'aimer Johnny, ils ont le droit d'aimer... Mais il en faut pour tout le monde. Et dans des petits lieux comme ça, on pouvait justement... on pouvait organiser des choses et amener des ouvriers. On l'a fait au Petit Ouest. On pouvait amener des enfants de la classe ouvrière voir des spectacles avec des mamans. Ces petites structures-là étaient un vrai terreau. On n'a pas eu ce débat, on ne l'a pas eu. Alors, moi, je suis contente qu'il y ait des assises et qu'on construise là quelque chose, parce qu'il y a urgence à ce que les élus qui ont beaucoup de pouvoir, mais qui n'ont pas... on n'a plus beaucoup de mairie à nous. Souvent, on est dilué dans une grosse majorité socialiste pour ce qui est de notre région. C'est ça que j'essayais de dire tout à l'heure dans la réunion. Quand je parlais de moyens et de politique publique, c'est que nous, on est dans une région où le pouvoir est capté par les socialistes. On n'a pas du tout la même vision culturelle. Moi, tout ce que j'entends là et tout ce qu'on pratique les uns et les autres, parce que pour les uns et les autres qui sont là ce soir aussi sur les bancs, on pratique à des niveaux divers des actions culturelles et des démarches culturelles envers le peuple. On n'a pas du tout les mêmes... qu'on m'aime. Enfin, moi, je l'en sens comme ça. On n'a pas la même. Ces gros événements qui sont pourtant intéressants, hein, je veux dire, je cherche le terme pourtant, les impressionnismes. Tout ce qui est fait sur l'impressionnisme, d'accord, c'est bien, c'est important. Mais pour le moment, ça masque quand même, et ça a enlevé des moyens avec cruauté sur le terrain, même si on se réjouit de tout ce qui se fait, de tout ce qui est autour de la table ce soir, et des belles interventions. Thomas, juste un truc à rajouter, il y avait aussi au Petit Ouest la possibilité d'emmener des enfants faire de la comédie musicale. Est-ce que je peux, j'ai pas besoin de micro, je voudrais parler de deux choses. Sur le Petit Ouest, on s'est battu, on avait même obtenu une collaboration entre notre compagnie et le Chafouin Compagnie pour pouvoir maintenir le lieu et que le lieu soit défendu par les tutelles, à savoir la région, le département, la ville, etc. Ce sont les propriétaires qui ont refusé. Et on s'est battu pendant 2 ans. Donc, effectivement, les tutelles n'acceptaient d'aider le lieu qu'à condition que ce soit une compagnie professionnelle, dont le Chafouin, qui occupe le lieu. Et donc, avec notre compagnie qui se serait occupée spécifiquement du travail en direction du jeune public. Et ce sont les propriétaires du lieu qui ont fait obstruction. Donc ça, même si je rejoins ce que tu dis et que je suis complètement désolée de la situation, mais pendant 2 ans, on s'est battu, on est allé voir la région, le département, etc. Et je voulais intervenir sur autre chose, sur tout ce qui a été dit sur la soirée. Moi, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait des maillages qui se tissent davantage entre les acteurs sociaux et les acteurs culturels. Parce que je parlais d'une ou deux petites expériences. Je travaille depuis quelques années avec la Locomotive Théâtre à Elbeuf. Et j'ai été demandée en tant qu'auteur et metteur en scène pour travailler sur un projet qu'ils appelaient à l'époque le projet Mobilité et qui est devenu maintenant Dynamique Histoire Banlieue et qui consistait à faire sortir des chômeurs de longue durée de chez eux qui ne sortaient plus du tout. C'est-à-dire ni ils ne prenaient les transports en commun, ni ils n'ouvraient leur courrier, ni ils ne répondaient au téléphone. Et l'idée était de faire en sorte que ces personnes qui avaient perdu toute identité sociale puissent de nouveau avoir l'impression d'être vivants. Donc on a créé un premier atelier d'écriture et de passage sur le plateau après l'écriture. Et il s'est produit quelque chose de très fort. Et il se trouve que, pour notre plus grand bonheur, la première représentation a correspondu avec l'inauguration des nouveaux locaux du Théâtre des Bains-Douches à Elbeuf. Et là, nous avons eu la chance d'avoir les tutelles qui étaient là, représentants du département, de la DRAC, l'Audia, etc., qui ont vraiment adoré ce qu'ils voyaient, qui ont été bouleversés pour certains.
et qui donc ont encouragé le projet à perdurer, lequel projet normalement ne peut pas excéder 2 années. Ça fait 7 ans que je travaille dessus, mais depuis plus jamais un responsable ni de la culture, ni des acteurs sociaux ne s'est pointé pour voir le travail de ces gens. Or, je poursuis en disant que le maillage culturel se fait parce que depuis, le théâtre des Bains-de-Bouche à Elbeuf, quelles que soient les représentations qui s'y passent, que ce soit des sorties de bain ou des représentations voilà, qui font partie de la programmation, ou des représentations menées par cette population qui, au départ, n'a pas voilà, d'itinéraire d'artistes, eh bien, le théâtre des Bains-de-Bouche fait sa comble à chaque fois. On emmène aussi cette population, on l'a emmené à la Foudre, on l'a emmené voir les 2 spectacles de Shakespeare de la compagnie La Piccola, y compris celui de 16h au 18h. Et ils ont adoré, ils vont au cirque-théâtre évidemment. Et là, il y a une véritable politique, un maillage culturel qui se fait, mais qui se fait parce que les artistes qui interviennent eh ben, sont à la fois artistes et en même temps acteurs sociaux. Et moi je pense qu'il y a quand même une réalité qui fait qu'il y a certains artistes d'un côté, ils sont un peu dans leur tour d'ivoire et oublient j'ai envie de dire, les petits artistes de l'ombre qui travaillent. Et notre compagnie, nous par exemple, elle s'est donnée comme mission d'aller jouer dans les endroits où il n'y a pas de lieu. C'est-à-dire qu'on va jouer dans les réfectoires, dans les salles de classe, dans un bout de grange, en extérieur, etc. Et ce ne sont pas des sous-spectacles qu'on va jouer, ce sont des vrais comédiens. Et un jour, il m'a été répondu, quand j'ai osé demander un peu de subvention, un peu d'aide, justement, pour que ce travail de maillage se fasse entre la population, notamment en campagne, ou dans les zones dites de non-droit, puisse se faire. On m'a dit, oui, mais vous ne faites pas suffisamment rayonner la région. Donc, j'ai posé la question, c'est quoi faire rayonner la région? Et donc voilà, je pose le problème tel qu'on vit, ça fait 10 ans qu'on vit ce type de situation, ça fait 10 ans qu'on n'est pas subventionné, mais que par contre, je reçois régulièrement des appels d'offres de la DRAC qui, trouvant quand même notre travail intéressant auprès de cette population si spécifique, c'est-à-dire les gens de rien, qui n'ont pas de salaire, qui sont au chômage, qui rament, trouve quand même que le travail est intéressant, donc m'envoie régulièrement des appels d'offres pour que je continue à mener ce travail-là. Mais pour le reste, nous ne rayonnons pas assez. Voilà, je tenais à le dire quand même. Merci Dominique. Moi je voulais revenir sur ce que disait monsieur là-bas par rapport au fait de l'action culturelle mise en place par une municipalité, qu'elle soit communiste ou autre, hein, peu importe. Moi, je tenais à dire qu'à Rouen, par exemple, il y a quelque chose qui est en train de se créer quand même, et qui est issu quand même d'un mouvement citoyen, d'abord d'acteurs culturels, mais qui sont allés vers le citoyen pour avoir une réflexion par rapport à l'ouverture d'un lieu, puisqu'il y a une école à Rouen qui s'appelle l'école Victor Hugo, qui était destinée à être vendue par la ville de Rouen pour que ça devienne peut-être des bureaux ou des habitations, ou que ce soit détruit pour que ce soit à nouveau du foncier en ouverture. Et finalement, il y a un collectif qui s'appelle le collectif Culture et Citoyenneté, qui s'est monté à un moment donné, avec des acteurs locaux, avec des artistes, avec des citoyens, avec des gens qui venaient du milieu de la santé, des cheminots, des instituteurs, etc., etc. Et qu'au fur et à mesure, finalement, ce collectif, qui existe encore, hein, qui est plus restreint maintenant aujourd'hui, a fait fléchir la municipalité, puisque finalement ce lieu devient un lieu ouvert aux artistes, pour qu'ils puissent répéter, pour qu'ils puissent créer, pour qu'ils puissent éventuellement présenter aussi des démonstrations de spectacles, de musique, de lecture, de rencontres, etc. Et que ça, c'est quand même important, parce que du coup, nous, les artistes locaux, hein, quels qu'ils soient, parce qu'il y a aussi des artistes graphiques, ont accès à ce lieu. Il est en train de s'organiser. Et je voulais parler par là aussi de la nécessité qu'un artiste, quel qu'il soit,
a besoin d'un lieu pour travailler. C'est-à-dire que souvent, on travaille aussi chez nous parce qu'on a besoin d'apprendre un texte. Bon, certes, c'est pas un problème d'apprendre chez soi, mais parfois on a besoin d'un espace pour travailler. Et que des espaces, il n'y en a pas tant que ça. Et il n'y en a pas tant que ça parce qu'ils sont souvent utilisés à bon escient et que d'autres ne s'ouvrent pas. Et que là, quand même, la population, le citoyen a réussi à faire en sorte que ce lieu ne soit pas détruit, ne soit pas transformé en autre chose qu'un lieu culturel. Et je voulais revenir juste sur ce que vous disiez, madame, tout à l'heure, au sujet de la culture et de l'accessibilité de la culture avec l'enfance, vous en parliez tout à l'heure, des écoles, etc. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on vit avec une génération d'adolescents qu'on appelle la génération Y parce que c'est la forme des écouteurs et du casque qu'ils ont sur la tête, et qu'aujourd'hui, il y a une énorme fracture numérique que l'on vit, moi en tant que parent, vous en tant que parents ou grands-parents, je ne sais pas, vis-à-vis des enfants que l'on côtoie. Et pour intervenir très très fréquemment dans les collèges, notamment sur un programme sur le cyberendoctrinement, on parle des réseaux sociaux, et quand on parle des réseaux sociaux avec les enfants, si on ne sait pas en parler, si on ne sait pas que ça existe, si on ne sait pas à quoi ça sert, c'est très difficile de rentrer en contact avec un enfant pour l'amener aussi à avoir une réflexion autre que le jeu en réseau ou le réseau social sur lequel il passe des temps énormes. Et c'est vrai que moi j'incite toujours les parents et les grands-parents aussi à discuter avec ces enfants-là, parce que finalement leur culture à eux, c'est avant tout une culture numérique qu'ils vivent aujourd'hui. Parce que les enfants qui vont au théâtre, ce sont finalement des enfants qui sont accompagnés par leurs professeurs, leurs instituteurs. Donc ce sont généralement quand même des enfants, ce sont des publics qu'on appelle captifs d'une certaine manière, parce que derrière il y a effectivement un gros travail qui est fait par les lieux pour les amener à cette culture-là. Mais moi je ne sais pas si c'est le cas vraiment, mais j'ai le sentiment que le soir, quand je vais au théâtre, il y a de plus en plus d'adultes, et il y a beaucoup moins d'adultes qui sont accompagnés d'enfants. Voilà. Parce qu'effectivement, on fait beaucoup vers le public captif dans la journée, etc., etc. Et que c'est aussi un moyen d'emmener un enfant voir une pièce de théâtre, d'écouter un concert ou aller à une expo. C'est aussi un moyen de rentrer en communication avec cet enfant pour pouvoir parler de la culture et aussi pour pouvoir soi-même s'ouvrir sur cette culture numérique, qui est de plus en plus utilisée d'ailleurs dans les spectacles et dans les expositions. Il y a de plus en plus d'accessibilité au numérique. Voilà. Je voulais revenir juste rapidement sur la notion d'éducation populaire et dire qu'effectivement c'est quelque chose qui est complètement essentiel, et l'éducation tout au long de la vie, c'est aussi quelque chose de très important. Je voulais aussi profiter du fait qu'on était le 16 mars 2018 pour faire un clin d'œil à la radio HDR qui a 20 ans aujourd'hui, qui a été créée donc, sur les Hauts-de-Rang il y a 20 ans, et qui est un outil de culture et d'éducation populaire, et qui donne la parole à tout le monde, à chacun. On peut entendre tous les accents possibles et imaginables sur cette radio. Et signaler par la même occasion que nous, au Centre Malraux, évidemment, on est complètement cousins, liés à cette radio, on travaille beaucoup avec eux. Et on vient notamment on est en train de finir une série de 5 émissions, 5 conférences radiophoniques. On a travaillé sur la radicalisation, parce que ça, c'est un sujet qui nous concerne en premier lieu dans nos quartiers, où on entend des discours, notamment des discours de jeunes, qui font peur et qu'il faut déconstruire absolument. Et on a pris le parti de faire donc des émissions radiophoniques en faisant venir des chercheurs, des sociologues, des anthropologues, des gens qui ont un discours extrêmement pointu mais totalement accessible, et qui ont offert 10 heures de réflexion sur la thématique de la radicalisation, que je vous invite à retrouver sur le site de la radio HDR d'ailleurs, si le sujet vous intéresse, parce que c'est vraiment hyper renseigné, informé, instructif. Et on a eu des classes du Collège Braque qui sont venues pratiquement à chaque fois et qui ont pu à chaque fois poser des questions. Et vraiment, voilà, moi je pense que c'est vraiment ça notre rôle, c'est-à-dire
offrir, des fois je le dis un peu comme une provocation, je dis il faut donner de la confiture au cochon. Et c'est une provocation, mais je veux dire, il faut donner le meilleur qu'on a, le plus intelligent, le plus pointu, le plus précis. C'est ça, enfin, c'est viser le plus haut possible, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Enfin, voilà. Je suis pas sûr que... Merci. D'accord. Je suis pas sûr que l'expression de cochon soit adaptée à la radicalisation. C'est mon petit Bonsoir. Vous avez parlé tout à l'heure de devoir de diversité dans la culture. Voilà, on est tous d'accord que la culture permet le brassage des différents publics. Donc moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment on fait aujourd'hui pour permettre à une catégorie de jeunes, on va dire d'entre 15 et 25 ans, qui vivent totalement en marge de la société aujourd'hui, comment on fait pour ces jeunes aujourd'hui pour justement les impliquer dans cette vie culturelle, justement pour qu'il y ait un moment, parce qu'on sait tous que la culture à un moment donné c'est ce qui permet de rencontrer des gens, à un moment donné de s'éveiller vers d'autres choses. Et si des personnes n'ont pas la capacité ou n'ont pas accès à cette culture, à un moment donné, comment on fait concrètement, mais concrètement, vraiment, parce qu'on est sur un territoire où il y a vraiment plein d'écrins de culture. Moi j'en vois les théâtres, je suis de Saint-Étienne-du-Rouvray, on a un super beau théâtre, le Rive Gauche. Par contre on a aussi une banlieue les plus difficiles de la région. Aujourd'hui, comment on fait pour que ces jeunes ils puissent avoir accès à la culture, sachant que c'est un élément essentiel pour vivre? Merci. Pour rebondir sur ce que vient de dire personne, ne pas oublier que les jeunes, ils ne sont pas seulement dans les cités. Aujourd'hui, la métropole, c'est 495 000 habitants, avec des communes qui vont de 500 à 1500, à 6000, et puis voilà. Avec des jeunes qui, en campagne, se retrouvent non pas au pied des immeubles, mais se retrouvent autour des terrains de basket, complètement désœuvrés, etc. Et je crois qu'il faut faire aussi attention qu'on prenne bien l'ensemble de la population en compte, parce que on parle beaucoup des jeunes de banlieue, mais je peux vous dire, pour connaître la campagne, enfin, semi-campagne, la ruralité comme on dit chez nous, il y a un certain nombre de jeunes qui aussi ont des écouteurs sur les oreilles, qui aussi font les mêmes bêtises que dans les banlieues, et qui sont complètement désœuvrés, mais qui sont encore, je dirais, plus désœuvrés que les jeunes de banlieue, parce qu'ils n'ont même pas le théâtre, même pas le cinéma, même pas la bibliothèque, etc. Parce que c'est fermé, pour certains, aux heures, parce qu'on fait appel à des bénévoles, et que, voilà, cette culture, elle ne dépasse pas certaines frontières, et je crois qu'il faut aussi qu'on prenne ça en compte, sinon on louperait une grande partie de la population. Merci. Vous avez bien raison, monsieur, de préciser ça, et tout à l'heure je le disais, dans les discriminations qui sont nombreuses, et la question de la zone géographique d'habitation est une vraie terrible question, parce qu'il y a effectivement des déserts culturels. En même temps je dis ça, mais le désert culturel n'existe jamais vraiment, parce que chacun est porteur de sa propre culture, et la culture commence pas forcément à l'endroit où l'institution nous dit que voilà, ça c'est de la bonne culture, et ça c'est de la mauvaise culture. Voilà, ça déjà quand même. Mais vous avez raison. Mais il ne faudrait pas que votre intervention, ce qui arrive souvent dans la société, vienne couvrir la sienne. C'est-à-dire que à opposer la lutte contre une discrimination contre une autre, c'est souvent ce qui arrive, ou souvent quand j'ai des discours voilà, antiracistes lors d'intervention, et voilà, on m'oppose souvent la question de la classe. Comme si la lutte anticlassiste devait être concurrentielle de la lutte antiraciste. Et je crois que les discriminations, il faut les prendre de façon intersectionnelle, mais qu'elles sont séparées, parce qu'elles ne recouvrent pas exactement les mêmes réalités, les mêmes populations, elles n'ont pas les mêmes histoires, elles ne se combattent pas de la même façon. Et effectivement, la question de la
jeunesse, mais pas que jeunesse, il y a aussi des gens de 30, de 40, de 50 ans qui sont des enfants, des petits-enfants d'immigrés. Il y a même des gens qui sont discriminés à cause de leur couleur de peau, qui sont français depuis plus longtemps que les Alsaciens. Donc, je dirais, cette discrimination-là qui est raciale, qui est le processus de racialisation qui est à l'œuvre dans notre pays, là, il faut l'identifier pour pouvoir la combattre. Comment on fait concrètement? C'est super dur. C'est vraiment super dur. Parce qu'on ne remonte pas des siècles de domination du nord sur le sud, du blanc sur le noir, en claquant des doigts. On ne remonte pas des décennies de politiques culturelles excluantes en claquant des doigts. On ne remonte pas dans une relation culturelle une organisation sociétale qui met à la périphérie tout systématiquement tout ce qui ne ressemblerait pas à un neutre en claquant des doigts. Mais par contre, il faut y travailler et on essaye. Concrètement, comment on fait? On va voir les gens là où ils sont. On fait avec eux, on construit avec eux. On construit avec eux et pour eux. Par l'art, pour l'humanité, c'est ce qui est écrit sur le Théâtre du Peuple que je disais au début. Hein. Par l'art, pour l'humanité. On les invite à venir s'emparer de ces lieux publics que sont les institutions, théâtre, musées, etc., etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on leur propose quand ils viennent? Un gamin que sa prof courageuse de banlieue, de cité, que sa prof courageuse va amener pour la première fois à l'opéra, en se disant il faut que dans son bagage culturel, il sache ce que c'est. Et qu'il voit 70 blancs sur un plateau, le chœur, les solistes, les danseurs et tout ça. Il se retourne, il voit un millier de blancs dans la salle. Il se dit cette culture-là, c'est pas pour moi, quoi. Donc il y a la question de la représentativité aussi qui est importante. Quand moi je monte par exemple un Victor Hugo avec dans les rôles principaux des gens de toutes les origines, de tous les accents, que le français résonne de la diversité de ses accents, en ne donnant pas de sens dramaturgique à la couleur de la peau, un blanc peut jouer un italien, alors pourquoi pas un noir? Mais sauf qu'en France c'est pas fait comme ça. Le théâtre en France n'est pas fait comme ça. Un noir aurait une signification particulière sur un plateau. Il pourrait jouer un serviteur, un esclave, un réfugié. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il faut se bagarrer contre des assignations esthétiques et dramaturgiques pour que des gamins puissent se sentir dits sur un plateau. Il faut que le français qui est parlé sur les scènes de théâtre ne soit pas un français qui serait purifié. Un français qu'on n'entend que sur les scènes de théâtre, que ce soit à Montréal, en Belgique ou en France. Le français normalisé, ça s'appelle. C'est même pas l'accent parisien, c'est le français du théâtre. Il faut refaire chanter le français des accents. Mais il faut plus que ça, il faut que les metteurs en scène, les metteuses en scène, les chorégraphes, les artistes issus de la diversité de la population, ça veut dire voilà, de toutes les origines, puissent avoir des moyens de production et d'expression, pas simplement d'une culture qui serait centrale, mais de leur propre récit, de leurs propres esthétiques, sans forcément vouloir rentrer je veux dire, moi j'ai plein de copains qui sont danseurs, qui viennent du continent africain, plein. Quand ils arrivent en France, là, parce que souvent ils profitent des tournées pour réussir à s'implanter un peu ici, en espérant un peu mieux gagner leur vie, et ils ne fonctionnent pas, sauf s'ils font des œuvres qui ressemblent à ce qu'attendent les Français. C'est quand même fou, hein. Et voilà, mais plus que ça, allons plus loin encore. Qui est-ce qui dirige les programmations? Enfin, il faut savoir quand même, hein, les lieux labellisés nationaux, CDN, Centre chorégraphique et Théâtres nationaux, je crois qu'il n'y a que 2 Noirs qui dirigent les... Ouais, c'est ça, CDN et Théâtres nationaux. Il n'y a que 2 Noirs et ils sont dans les DOM. Ils ne sont pas domiens, hein. Ils sont d'origine africaine. Mais comme ils sont noirs, on met les noirs avec les noirs. Ça raconte vraiment le système de la culture en France, contre lequel il faut se bagarrer de toutes nos forces. Allons plus loin, qui décide la culture? Les artistes décident un petit peu des récits, des esthétiques. Qui décide la culture? Qui expertise la culture? Qui sont dans les comités d'experts des DRAC? À 99,8% blancs, j'ai compté. L'expertise de la culture, ceux qui disent « ça c'est du bon art, on va le subventionner ». C'est que des blancs. Les services culturels des mairies, des départements, des régions. Je veux dire, il n'y a pas de photo. Enfin, on a résisté à un système qui est racialisant et il faut être sacrément courageux, je vous jure, pour y arriver. Mais on y arrive. Petit à petit, chaque jour, au CDN, un par un, je compte les têtes qui changent un tout petit peu du public habituel.
Et tous les jours, ce petit groupe, il grandit, il grandit, il grandit, il grandit. Et des exemples singuliers, hein, de vraies réussites, de vraies ouvertures à la culture. Je prends pour exemple Radwan Le Flahi. Radwan Le Flahi, qui est le garçon qui joue Per Gynt, dans mon Per Gynt, le rôle principal, un rôle de Norvégien, que j'ai fait rentrer parce qu'il était fan de stand-up. Donc le stand-up, c'était pas si mal finalement. Au conservatoire, je l'ai fait rentrer au conservatoire, je l'ai suivi pendant toute sa scolarité, je lui ai donné des petits rôles de plus en plus grands. Aujourd'hui, il est célébré dans toute la presse nationale, il a un portrait énorme dans Le Monde et tout ça, comme la révélation de l'année, quoi. Voilà, c'est possible, mais waouh, c'est dur. Alain, quelques mots rapides. Oui, David Bobet vient de me précéder dans des choses que je partage et que j'allais dire. Je vais quand même un peu compléter parce que je pense qu'il faut faire ce qu'il dit. Et en même temps, les jeunes issus les générations issues des différentes immigrations sont confrontés aujourd'hui à une double peine. La racialisation, en gros, la discrimination monstrueuse dont ils sont l'objet, mais en même temps aussi, ils sont confrontés à la question sociale à laquelle sont confrontés la totalité des jeunes, quelles que soient leurs origines. C'est-à-dire que je suis totalement convaincu de tout ce que vient de dire David Bobet sur le fait que moi j'ai des souvenirs très étonnants. Par exemple, un jour j'ai vu à Avignon, tiens, j'avais vu un Godot joué par une compagnie africaine. C'était il y a quelques années, moi, ça m'étonnerait que ce soit le même spectacle. Mais c'était incroyable. J'avais l'impression ah bon, peut-être. Puis j'avais l'impression de voir un autre spectacle. Et en plus, c'était très enrichissant parce que je voyais des aspects de Beckett que je n'avais pas vus autrement. Puis je peux multiplier des exemples comme ça, mais c'est vrai que la situation aujourd'hui, de ce point de vue-là, elle est assez dramatique. Mais en même temps, ça interroge complètement. Alors, il y a tout ce que je voulais dire sur la partie sociale, je conclus là-dessus. Je pense qu'il faut être capable aujourd'hui de porter une ambition politique et culturelle, et que cette ambition, sur cette jeunesse, elle lui donne les moyens de pouvoir s'en sortir et socialement et culturellement, et sans mettre de priorité, parce qu'il faut travailler sur le double terrain. Mais c'est vrai que le décrochage scolaire, par exemple, c'est une dimension fondamentale sur laquelle on intervient, on s'en arrange, quoi, d'une certaine façon. Hein. Blanquart, c'est pas sa préoccupation première à Blanquart aujourd'hui. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut intervenir sur la double peine, sur la double ségrégation. La ségrégation sociale et la ségrégation ethnique, raciale, etc. Voilà. Ça c'est une première chose que je veux dire, parce que je pense que... Voilà. Deuxièmement, il y a quand même une question, pour m'en tenir à la dimension culturelle, il y a une question, tout à l'heure, j'évoquais le cas d'une danseuse de hip-hop que je connais bien, qui s'appelle Bintou Dembélé, qui est de la région parisienne, qui est née dans une cité populaire de Savigny-sur-Orge, qui est parvenue aujourd'hui à pouvoir jouer dans des théâtres, encore que c'est très compliqué pour elle. Voilà, je l'ai vue il n'y a pas très longtemps, je l'ai revue il n'y a pas très longtemps, et les espoirs qu'elle avait pour l'instant sont encore un peu... voilà, mais enfin, bon, voilà. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas du tout le produit de l'Institut culturel et de l'institution de création telle que nous la connaissons. Voilà. Et je trouve que moi, je suis fervent défenseur du service public
tel que nous l'avons construit, mais je trouve qu'il est en crise, ce service public, et qu'il ne répond pas à toutes les demandes et les nécessités. Il y a beaucoup trop de disciplines artistiques qui ne sont pas nées dans cette institution, qui sont nées en dehors de l'institution, parfois contre elle, en tout cas qui sont nées parfois dans des centres sociaux, parfois dans des caves de cités, la musique, etc., le rap, le hip-hop, etc. Et je trouve que ces expériences-là, elles mériteraient d'être prises à bras-le-corps et d'être valorisées. Voilà. Et je pense que de ce point de vue-là, en tout cas, nous, on a une réflexion qui consiste à penser qu'il faut qu'on arrête de se contenter de parler d'accès à la culture. Il faut qu'on passe à l'idée d'une appropriation par les gens eux-mêmes et de leur propre culture, et de leur propre histoire, et de leur propre mémoire, et de leur langage, et de leur capacité à pouvoir s'approprier, à partir de ce qu'ils sont, de s'approprier ce que l'on présente comme étant la grande culture avec le théâtre, les œuvres, la littérature, etc., etc. Il faut qu'on soit capable, au fond, d'avoir une vraie pratique de démocratie culturelle, voilà, qui ne soit pas, de la démocratisation, comme diraient les musulmans, la descente verticale, voilà, ça part d'en haut et ça descend vers le bas, mais qui nous permettent de voilà. Bon. Je voulais faire juste une petite remarque sur la question de la métropole. Je partage totalement ce point de vue, mais j'ai une grosse inquiétude, moi, aujourd'hui. Je pense qu'il faut à la fois combattre les processus de métropolisation parce qu'ils éloignent l'élu des citoyens et des territoires, et en même temps, ne faisons pas la connerie de leur laisser le chantier désert. Hein. Parce que, je vais vous dire un truc, et puis, y compris en n'étant pas naïf, j'ai participé à une réunion du réseau Île-de-France qu'on est en train d'essayer de mettre en place. Le Grand Paris nous a donné, au Parti communiste, à une élue communiste de Paris, la vice-présidence à la culture. Il m'a beaucoup étonné, d'abord, parce que le Grand Paris, c'est la droite qui domine tout. Voilà. Mais on nous a donné qu'une seule vice-présidence, et cette vice-présidence, on nous a dit, vous prenez la culture et vous ne discutez pas. Alors, là, ça va plomber la culture dans le Grand Paris. Hein. Mais oui, mais le problème, il est le suivant. C'est que, moi, la camarade en question, les élus métropolitains du Grand Paris de notre parti ont décidé de relever le défi. On leur a dit, vous avez le droit à une vice-présidence et c'est la culture. C'est à prendre ou à laisser. Voilà. Et puis ils ont dit, on prend. Mais vous savez quoi? 0 € de budget. Elle n'a pas de budget, elle n'a rien, c'est une élue voilà. Elle a rien. Voilà. Et comme par hasard, c'est tombé. Elle n'a rien et elle se débat en désespérant, en essayant de trucs. Mais je trouve qu'il faut qu'on soit que la bataille, à la fois on combatte la réforme institutionnelle macronienne parce qu'elle vise aujourd'hui, en gros, à mettre une distance gigantesque entre les populations, les territoires et les élus, en diminuant, etc. Enfin, bref, je ne vous fais pas la leçon, vous la connaissez aussi bien que moi. Mais en même temps, il faut qu'on ne néglige aucun chantier. C'est comme l'histoire de la révolution numérique. Hein. On s'est fait avoir sur l'audiovisuel. On a laissé la télévision entre les mains de... On ne s'est jamais vraiment battu. On s'est battu pour un audiovisuel public.
Mais on n'a pas vu qu'on pouvait faire avec un audiovisuel public ce que fait l'audiovisuel privé. Ça, voilà. Et donc on ne s'est pas battu sur les contenus. Ne laissons pas passer la révolution numérique. Moi, je suis aujourd'hui pour qu'on exige qu'il y ait une forme, alors je ne dis pas de service public parce que je ne veux pas qu'il soit étatiste, mais il faut qu'on pense des plateformes coopératives, citoyennes, qui soient capables aujourd'hui de s'en prendre aux GAFA, de ne pas laisser... Hein, faisons-les. Mais oui, faisons-les, mais faisons-les. Le Parti communiste a organisé le week-end dernier, à la place du colonel Fabien, des états généraux de la révolution numérique. La révolution numérique, elle est entre aliénation et émancipation. Aujourd'hui, elle est aliénation. Elle est dominée par les grands que vous connaissez. Voilà. Les grands qui, entre parenthèses, sont les plus riches du monde. Hein. Les Google, Microsoft, tout ça, c'est les plus grosses fortunes du monde. Hein. C'est plus le pétrole, c'est plus le... Voilà. Et nous, on va être là à laisser cette affaire-là se développer sans nous. Voilà. Même aux États-Unis, il y a un mouvement de commande créative où ils essayent de créer des choses. Voilà. Faisons-le, faisons-le. Voilà. Mais j'avoue honnêtement que c'est compliqué, surtout quand vous avez des forces politiques on doit vraiment se tourner vers les jeunes, hein, parce que franchement, quand vous voyez la direction nationale du Parti communiste, vous n'avez pas beaucoup qui sont capables aujourd'hui de vous créer une coopérative, une plateforme coopérative et citoyenne sur le numérique. Voilà. D'abord, il faut comprendre de quoi on parle. Voilà. C'est des vraies questions. Mais oui, mais c'est des questions fondamentales. Je trouve que c'est même une question culturelle assez centrale aujourd'hui. Voilà. Parce que voilà, les gamins aujourd'hui, moi, voilà, c'est tout. Moi, c'est un de mes petits-fils qui m'a initié. Le jour où on m'a offert un iPad, c'est lui qui m'a montré comment ça marchait. Voilà, et qui m'a tout montré. Je vais t'interrompre. Tu m'avais dit qu'il fallait que je le fasse. Voilà, ben, je vais tous vous remercier tous nos intervenants qui étaient là. Alors, non, juste un mot de David. J'ai vraiment un truc à dire, un truc à vous demander. J'ai quelque chose à vous demander. Excusez-moi, camarade communiste. Je suis sûre que t'as toujours rêvé de faire ça. Très fort. Non, il se passe dans le milieu culturel là quelque chose d'extrêmement rare et extrêmement précieux à Rouen et alentour. Une espèce de solidarité complètement incroyable dans l'accueil des réfugiés, que je n'ai jamais vu nulle part ailleurs. Les réfugiés qui arrivent ici, les camps, il y en a eu un et pas très long, mais je veux dire, s'il n'y a pas de camp, pas plus que ça, c'est parce qu'il y a une solidarité entre les associations et le milieu culturel, vraiment les personnes, et les plus petits, mais aussi les plus grands. C'est-à-dire que même le directeur de l'opéra, il est sur le coup. Hein. C'est remarquable. On cache les gamins, on cache les réfugiés, on les protège, ils ne dorment pas dans la rue, ils sont amenés en préfecture, accompagnés, on fait des référés quand ils ne sont pas acceptés, dans France Terre d'Asile, dans la préfecture, patati patatra et tout ça, pour vraiment que leur arrivée là, eux qui fuient misère ou guerre et tout ça, se passe pour le mieux. Il y a en ce moment, à Rouen, 50 mineurs isolés qui dorment dehors. Officiellement. Officieusement, ils dorment au CDN. Ils dorment au SHED, ils dorment chez des artistes. On a besoin de gens pour leur offrir des lits, très clairement. Et lundi, on se met sur les quais de Seine, je ne sais pas où exactement, et on monte un camp. Puisque le fait, en fait de les cacher fait que les pouvoirs publics, ils s'en foutent. Voilà, je dirais encore une fois, M. Toubon, décidément je l'adore, à rappeler un truc, je sais, j'ai jeté madame, à rappeler un truc, c'est qu'en France, c'est la loi, c'est que des enfants, même étrangers, sont avant tout des enfants. Ils doivent absolument, c'est la loi, être protégés, être scolarisés et entrer dans un processus de formation. C'est la loi et tous les gamins sont refoutus à la rue en permanence. Et les 50 sont reconnus mineurs par le département. Donc voilà, si lundi vous voulez venir avec votre tante faire du camping avec nous, n'hésitez pas. Très bien. Non, va falloir qu'on arrête.
Non, non, voilà. Merci, merci David, merci Véronique, merci Alain, merci Thomas. Je voudrais dire juste un petit mot avant pour vous dire que bon, c'est une soirée où on s'est perdu, visiblement tous les uns après les autres, mais quelle joie de se perdre, et donc c'est forcément à renouveler. C'est pas un one shot, c'est pas une punchline. Non, ça fait vachement bien de dire ça. On aura d'autres rencontres, on en proposera d'autres, on vous invite à participer, à laisser vos coordonnées pour qu'on puisse vous inviter régulièrement. Et puis il y aura cette convention le 28 et le 29 septembre à Paris. On vous tiendra au courant de tout ça.